Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. C'est un événement qui se tient traditionnellement tous les 2 ans, mais la pause a été un peu plus longue avec le Covid et les passionnés de philatélie étaient nombreux au rendez-vous ce matin. L'édition 2022 de Monacophile se tient jusqu'au 26 novembre. Nous serons avec la directrice de l'Office des timbres, Lara Terlizzi-Enza. Le modèle éducatif monégasque cité en exemple, la nouvelle rectrice de l'Académie de Nice a effectué aujourd'hui une visite à l'école Saint-Charles pour y découvrir notamment l'enseignement qui y est prodigué et les outils pédagogiques mis en place. Il a franchi la ligne d'arrivée de la route du Rhum dans la nuit. Le navigateur Boris Herman termine 24e en IMOCA après un peu plus de 14 jours de course qui n'ont pas été un long fleuve tranquille. La Roca Team poursuit son enchaînement de matchs entre championnat et Euroleague. Les basketteurs monégasques recevront demain soir salle Gaston Médecin les Allemands du Bayern Munich. Et puis il sera sur la scène du théâtre Princesse Grasse ce soir aux côtés notamment de Marie Fugain et Manuel Gélin pour y jouer la pièce Conseil d'amis. Le comédien Christian Vadim sera notre deuxième invité. Mais pour débuter ce journal, la Suisse et Monaco unis dans un même élan pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui s'est tenu au Centre scientifique un colloque autour des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Il y a notamment été question des activités de recherche en matière de biologie marine qui sont menées à Monaco, ainsi que des activités de recherche polaire. Monaco et la Suisse souhaitent être des partenaires scientifiques et ont un engagement commun dans les enceintes multilatérales. L'ambassadeur de Suisse en France et à Monaco a d'ailleurs profité de la tenue de ce colloque pour ajouter une étape de plus au défi qu'il s'est lancé. Depuis mars dernier, Roberto Balzaretti sillonne les routes de France à vélo. 12 étapes sur plusieurs jours et des escapades de quelques heures, dont celle d'aujourd'hui, donc à Monaco. Il revient sur les objectifs de ce challenge et les liens avec Monaco. Il est au micro de Fabien Bonilla. Parcourir ces régions pour aller à la rencontre d'activités, d'événements, de lieux de rencontres franco-suisses ou franco-suisses helvético-monégasques et les mettre en exergue. Ça peut être l'économie, l'industrie, la science, la recherche, mais aussi la culture, les arts en général. Et donc on a tracé ces 12 parcours dans l'Hexagone et inclut aujourd'hui cette échappée monégasque pour faire ça, pour raconter la réalité des relations bilatérales au quotidien. Alors justement, quelles sont les thématiques peut-être ou les relations bilatérales avec Monaco? Je pense qu'on a un contexte européen qui est évidemment commun, qui nous intéresse. Les 2 petits États que nous sommes dans le monde ont besoin du droit international, ont besoin de multilatéralisme, et là on va à l'échelle encore plus large. Et là les convergences sont presque parfaites parce qu'on est intéressé au même titre à la protection de l'environnement, à la durabilité, à la protection des ressources naturelles qui sont rares pour les 2. Vous avez l'accès à la Méditerranée, nous on n'a pas. Nous on a accès à l'eau des glaciers, mais c'est un danger, et l'une et l'autre, et donc ça se protège. Roberto Balzaretti en est à la 6e étape de son périple sur les 12 prévues au total d'ici le mois de décembre 2023. Monacophile 2022 a ouvert ses portes sur les terrasses de Fontvieille. L'événement, qui a été inauguré par le prince Albert II, se déroule sur 3 espaces jusqu'à samedi. Le musée des timbres et des monnaies, l'espace Léo Ferré, mais aussi les anciens locaux de la collection de voitures du prince. Et vous allez pouvoir le constater, il ne s'adresse pas uniquement aux philatélistes, mais aussi aux personnes avides tout simplement de savoir. Le reportage de Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. Une plongée dans l'histoire, à la découverte de faits qui ont marqué leur époque. Voici ce que permettent tous ces timbres, des timbres et des documents, regardés avec attention par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Plusieurs proviennent de collections justement du souverain, de Sa Majesté la Reine Elisabeth II également. Les musées postaux internationaux et les membres du club de Monte-Carlo ont aussi apporté leur contribution à cet événement au sein du musée des timbres et des monnaies et de l'espace Léo Ferré. Les anciens locaux de la collection de voitures du souverain sont utilisés. Ici à l'honneur, Napoléon et son époque à travers l'Europe. Le prince Honoré V avait d'ailleurs pu rencontrer l'empereur. Les philatélistes aujourd'hui ne sont pas les philatélistes du temps de nos parents, nos grands-parents. On ne s'intéresse plus ou beaucoup moins à
à mettre un timbre l'un à côté de l'autre dans un album. On s'intéresse à comment un courrier, pour n'importe quelle période, ici bien sûr la période napoléonienne, comment le courrier était transporté. N'oubliez pas que pendant la période napoléonienne, toute l'Europe était à feu et à sang, et malgré cela, il y avait un service postal qui était vraiment très bien organisé. Un pays est aussi au cœur de cette exposition, il s'agit de l'Inde. On y découvre des timbres, mais pas seulement, des écrits, des lettres envoyées et transportées à l'époque où les timbres n'avaient pas encore vu le jour. It was absolutely an honor, and more important was the fact that he spent such a lot of time. He tried to understand the exhibit. He asked some very interesting questions, which just showed that. And it's the reason it's an honor is that India is emerging on the world stage, and it's always a moment of pride when you present your country to the head of a state of another country. Les timbres sont ainsi de véritables témoins de l'histoire, et en principauté, l'histoire s'écrit avec les princes et les princesses de Monaco. Et c'est vrai que l'attrait que représentent les timbres ne semble pas vraiment se démentir, même si l'on envoie de moins en moins de courriers. Les timbres de Monaco, plus particulièrement, ont-ils toujours autant la cote? Nous allons poser la question à la directrice de l'Office des timbres. Bonsoir Lara Terlisienza. Bonsoir. Monacophile, c'est toujours un événement bien évidemment pour les passionnés, mais pas seulement. Pour l'Office des timbres que vous dirigez, c'est une fête aussi. C'est un événement majeur pour l'Office des timbres, pour le Musée des timbres et des monnaies également. Toutes mes équipes sont ravies d'organiser cet événement et s'investissent avec passion dans l'organisation. C'est un événement qui met en avant la philatélie monégasque, tous les produits que nous émettons et qui participe également au rayonnement de la principauté à l'international. Alors on va pouvoir y découvrir des raretés mondiales, hein, mais de quel ordre ? Au Musée des timbres et des monnaies, effectivement, nous avons la traditionnelle exposition des 100 documents et timbres emblématiques les plus rares au monde. C'est la partie, on va dire, historique qui a lieu au Musée des timbres. Et la partie exposition commerciale à l'espace Léo Ferré qui met en avant des timbres plus récents, des timbres actuels et des nouveautés, notamment émises par l'Office des timbres. Monacophile 2022 s'organise autour de 3 pôles, en quelque sorte ? Voilà, exactement. C'est un concept assez unique au monde, puisque la manifestation regroupe trois volets, donc l'exposition des 100 timbres les plus rares au monde, l'exposition commerciale et également une exposition thématique qui a lieu dans l'enceinte de l'ancien musée des voitures anciennes du Prince. Cette année, les thèmes sont l'Inde et Napoléon Bonaparte. Mais est-ce qu'on imprime toujours autant de timbres? Parce qu'on a le sentiment quand même qu'avec les mails, l'ordinateur, etc., on envoie moins de courriers, hein. Oui, vous avez raison. Les tirages ont été limités, ce qui fait également la rareté et l'attrait pour la collection. Et est-ce que les timbres de Monaco bénéficient toujours d'une belle cote à l'heure actuelle? Les timbres de Monaco sont toujours très prisés et recherchés. Les collectionneurs soulignent leur qualité esthétique, des thématiques intéressantes et sont également friands de tirages limités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un processus qui se cache derrière l'émission d'un timbre. Cela commence d'abord par un dessin, par un travail artistique. Quel est ensuite tout le fil de la vie de ce timbre jusqu'à son émission? Oui, en effet, c'est un processus assez long. Au départ, nous avons donc le choix de la thématique qui se fait sur décision de la commission consultative de la collection philatélique du Prince de Monaco. Ensuite, une fois que la thématique est choisie, je contacte un artiste pour le faire travailler, donc soit au niveau d'un dessin, soit pour la gravure, en fonction de l'impression du timbre. Et ensuite, il y a tout un processus de fabrication, puisque les timbres sont imprimés par Filapost, qui est l'imprimerie des timbres françaises, située à Boulazac. Et à l'occasion de Monacophile, il sera possible d'acheter 5 nouvelles émissions et des encarts également. Nous émettons 5 nouvelles émissions. Le bloc Monacophile sur la thématique de Napoléon et de la rencontre avec Honoré V. Un timbre hommage à Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Un timbre pour les explorations de Monaco, mission océan Indien. Un timbre également pour célébrer les 10 ans de la Fondation Princesse Charlène. Et puis le dernier timbre, c'est le bloc de l'émission commune entre la Principauté de Monaco et les terres australes et antarctiques françaises.
Vous invitez bien évidemment le plus grand nombre à vous rejoindre sur ces journées monacophiles. Et d'ailleurs, il faut le préciser, pour mettre du piment à tout cela, il y aura également une tombola. La tombola est ouverte pour tous les participants qui ont complété le passeport philatélique en passant à travers les stands et en le faisant remplir avec un timbre de chaque administration postale présente. Donc un petit jeu de piste et à la clé peut-être un bolo. Merci Lara Bernisi-Enza d'avoir été notre invitée au premier jour de l'édition 2022 de Monacophile qui, je le rappelle, se déroule sur les terrasses de Fontvieille jusqu'au 26 novembre. Merci. Nous l'évoquions en début de semaine avec Céline Cotta-Lorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. Une nouvelle campagne de communication a été lancée. Et alors que demain, vendredi 25 novembre, marquera la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des stands d'information et de sensibilisation ont été installés au centre commercial Carrefour avec toutes les associations partenaires. Le ministre d'État Pierre Dartout, le ministre des Affaires sociales et de la Santé Christophe Robineau ou bien encore la présidente du Conseil national Brigitte Bocon-Pagès ont pris part à l'opération en posant avec des affiches portant des messages forts pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une visite aussi amicale qu'instructive. La nouvelle rectrice de l'Académie de Nice s'est rendue aujourd'hui à l'école Saint-Charles pour y rencontrer les élèves de l'établissement, mais aussi pour découvrir les outils pédagogiques proposés par la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Pour la première fois, la nouvelle rectrice de l'Académie de Nice s'est rendue à l'école Saint-Charles afin d'aller à la rencontre des élèves. L'occasion d'échanger et de revenir sur les différentes collaborations entre la France et la Principauté. Les relations entre l'État français et la Principauté de Monaco, ils sont bien évidemment anciens, et les liens entre l'Académie de Nice et la Principauté sont des liens très importants, on le sait. Beaucoup d'enseignants qui enseignent dans la Principauté sont des enseignants mis à disposition par l'Académie de Nice, donc c'est important de pouvoir contribuer à l'enrichissement de ces relations qui ont toujours été de grande qualité. Un partenariat inédit a été élaboré avec le musée d'anthropologie préhistorique de la Principauté. Une mallette d'outils préhistoriques contenant des objets vedettes du manuel scolaire Monaco Mon Histoire CE2 a été présentée aux élèves. À l'intérieur, des bifaces, des Vénus et des pièces de monnaie reproduits à l'identique. Ce programme d'action pédagogique contribue au développement de l'éducation scientifique et culturelle dans les établissements scolaires. Nous avons voulu aussi aujourd'hui le montrer, comment nous enseignons aussi l'histoire de Monaco auprès de nos élèves de CE2. Donc là encore, des cours très interactifs. Nous avons l'aide du musée préhistorique de Monaco. Donc nous avons un chercheur aussi qui est venu aujourd'hui présenter la mallette de préhistoire à nos élèves. Nous allons terminer notre visite dans des classes d'adaptation parce que là aussi ça l'intéresse beaucoup, tout ce qui touche à l'école inclusive. Et donc nous aimons non seulement échanger, mais aussi échanger nos manières de travailler. L'élaboration d'une autre mallette autour d'objets vedettes du Moyen-Âge est à l'étude. Elle accompagnera les apprentissages proposés dans le manuel Monaco Mon Histoire pour les classes de CM1. Cela n'a pas été une course facile. Il s'était élancé en sachant qu'il lui faudrait apprendre à découvrir en situation son nouveau bateau. Boris Herrmann est arrivé la nuit dernière en Guadeloupe, terme de la route du Rhum. Il termine 24e en IMOCA avec un temps de course de 14 jours, 15 heures et 21 minutes. Il a notamment rencontré un problème avec la cale de Foy qui l'a considérablement handicapé. Mais en achevant sa course, il assure sa qualification pour le prochain Vendée Globe Challenge avec le Malizia Sea Explorer. Après une défaite sur le fil ce mardi face à Fenerbahçe, la Roca Team enchaîne un nouveau match d'Euroleague ce vendredi. Face au Bayern Munich, les Monégasques chercheront à ne pas se laisser décrocher du haut du classement qu'ils trustent depuis le début de la saison. Présentation de la rencontre avec Yannick Debever, Sylvain Péroumal et Lionel Bernardi. Avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs, la Roca Team n'est pas au meilleur de sa forme. Les Roca Boys cherchent encore de la constance dans le jeu et une continuité dans les résultats. Pour autant, rien d'alarmant côté monégasque qui compte toujours le deuxième meilleur bilan en Euroleague. The rest of the teams are still struggling, which belongs to the beginning of the season, which belongs to the new players.
adjusting on the system, like adjusting to the coach, etc., etc. This is a, like a long way. We are now 9 games, so it's still, like a lot of games to play. So yes, I mean, like in this moment, like is just learning from those and trying to react. Ce vendredi, les Bavarois de Munich viennent défier la Roca Team. Les Allemands sont dans une dynamique à l'opposé de Monaco avec 5 victoires sur leurs 6 derniers matchs. Une bonne forme qui intervient après un début de saison délicat. Each night, whether it's French League, Euro League, no matter the team you're going to get, it's going to be a dogfight. So we want to try to, come out a little bit better than we did today. And then Friday we'll see. I think, like I said, we have the right mentality. We're going to play strong, play better defense, and I think we'll have a chance to win. Ce mardi, lors de la défaite face à Fenerbahçe, la Roca Team avait montré une magnifique combativité dans le dernier quart-temps pour remonter 19 points de retard. Un point extrêmement positif sur lequel il faudra s'appuyer face au Bayern. Coup d'envoi de la rencontre vendredi à 19h. En sport co encore, un petit clin d'œil à Brel Mbolo, l'attaquant de l'AS Monaco FC que l'on entendait dans le journal de mercredi sur Monaco Info avant son entrée en matière dans la Coupe du Monde de football avec la Suisse et face au Cameroun. Ironie du sort, le natif du Cameroun, mais qui a grandi en Suisse, a permis à l'équipe nationale suisse de l'emporter grâce au but qu'il a marqué, le seul but de toute la rencontre. Un conseil d'amis, cela peut toujours être intéressant. Ou pas. C'est en tout cas ce qui ressort de la pièce qui sera jouée ce soir au Théâtre Princesse Grace, avec une jolie affiche, Marie Fugain, Manuel Gélin et Christian Vadim. Ce dernier est notre invité. Bonsoir Christian Vadim. Bonsoir. La difficulté, merci de me recevoir. Mais on vous reçoit avec grand plaisir. La difficulté dans la présentation de la pièce que vous jouez au Théâtre Princesse Grace, c'est qu'il ne faut pas trop en dire, mais suffisamment tout de même pour expliquer le contexte de ce conseil d'amis. Comment pitcheriez-vous cette pièce? C'est toujours le même problème quand vous avez une pièce avec un climax, comme on dit. C'est vrai d'essayer de donner envie aux spectateurs sans leur gâcher le plaisir. Je dirais, c'est pas tant l'histoire, ce sont des amis dans la vie et à la scène. Je connais Manu Gélin depuis plus de 40 ans. C'est ma 3e pièce avec Marie Fugain. Et c'est une comédie, c'est drôle. Comme on s'aime beaucoup, ça transparaît sur scène. Bonsoir. La difficulté, merci de me recevoir. Mais on vous reçoit avec grand plaisir. La difficulté dans la présentation de la pièce que vous jouez au Théâtre Princesse Grace, c'est qu'il ne faut pas trop en dire, mais suffisamment tout de même pour expliquer le contexte de ce conseil d'amis. Comment pitcheriez-vous cette pièce? C'est toujours le même problème quand vous avez une pièce avec un climax, comme on dit. C'est vrai d'essayer de donner envie aux spectateurs sans leur gâcher le plaisir. Je dirais, c'est pas tant l'histoire, ce sont des amis dans la vie et à la scène. Je connais Manu Gélin depuis plus de 40 ans. C'est ma 3e pièce avec Marie Fugain. Et c'est une comédie, c'est drôle. Comme on s'aime beaucoup, ça transparaît sur scène et les gens rient du début à la fin. Alors, c'est une histoire sur 2 couples, 2 appartements, somme toute très classique, mais voilà, si j'ai quelque chose à vendre, c'est la bonhomie et la sympathie de cette pièce. Et vous l'avez donc dit, vous avez une jolie bande autour de vous, des personnages dans la pièce et des personnalités dans la vie attachante. Vous aimez cette ambiance de bande, vous qui avez aussi joué aux côtés de Philippe Lelouch et de ses acolytes dans de nombreuses pièces. Exactement, avec cette bande-là, j'ai fait 15 ans, 5 pièces de long métrage. Et je vais vous dire, c'est du luxe, c'est la cerise sur le gâteau. J'adore le théâtre, j'adore partir en tournée. Et quand vous le faites avec des amis et que ça se passe merveilleusement bien, que demande le peuple? Oui, vous sillonnez en quelque sorte les villes de France en famille. Oui, on a fait une semaine en Belgique, on a fait une semaine en Suisse, on va faire 3 mois en France. La semaine prochaine, on part à Casablanca. Donc, oui, c'est extrêmement sympathique. C'est du luxe. Vraiment, c'est du luxe. Au regard de votre carrière, Christian Vadim, il y a presque un parfait équilibre entre cinéma, télévision et théâtre. Est-ce que vous avez cependant une petite préférence entre ces 3 exercices différents? Ça aussi, c'est du luxe, parce que la télévision, il faut être très rapide. Le cinéma, il faut être extrêmement précis et puissant en 2 secondes sur une journée de 12 heures. Le théâtre, vous pouvez recommencer tous les jours.
Vous pouvez vous améliorer tous les jours. C'est donc vraiment, si vous arrivez à manier ces trois cordes, c'est absolument génial. Moi, j'adore ça. C'est vrai que c'est, encore une fois, c'est un luxe de pouvoir s'exercer dans ces trois domaines-là, je pourrais dire. Et le rapport au public, il est tout de même différent et peut-être privilégié, en tout cas au théâtre? Ah, ça n'a rien à voir. Cinéma ou télévision, vous avez des techniciens. Effectivement, c'est sympathique, mais bon, ça n'a rien à voir avec le théâtre. Quand vous savez que vous avez cette phrase qui va faire rire, vous le savez à l'avance quand vous avez joué et que la salle éclate de rire, c'est un shot d'adrénaline absolument hallucinant. C'est une partition, la comédie au théâtre, même au cinéma ou à la télé, mais c'est au millième de seconde près. Et ça, c'est génial pour en recommencer. Vous nous l'avez mentionné, vous avez un agenda très chargé pour les semaines qui viennent, mais est-ce qu'à contrario, et comme beaucoup d'autres artistes, vous avez souffert, vous, de la période de grande pause Covid? La première fois, c'était une surprise, mauvaise évidemment, parce que beaucoup de gens mouraient, mais on ne savait pas très bien, c'était une nouveauté. Vous savez, c'est comme quelque chose, on vous envoie sur la Lune. Et là, vous dites, ah oui, ah bon, c'est pas gai pour le monde hospitalier, c'est pas gai pour ceux qui sont ou alités ou qui sont en train de mourir, mais c'est vrai qu'on était là, bon, ben, on ne travaillait pas, on regardait les informations, ces choses-là. Les autres, c'était beaucoup moins rigolo, parce que déjà, on ne travaillait pas. Moi, j'étais en tournée, ça s'est arrêté net. La deuxième, ça s'est arrêté net aussi. Donc, c'était pas… Voilà, la première fois, c'était… Encore une fois, je fais très attention aux mots. C'était novateur, intéressant pour moi, parce que voilà, j'en ai pas souffert physiquement. Alors pour certains, cependant, ça a été une pause salvatrice parce qu'ils se sont permis un petit break qu'ils ne s'autorisaient pas avant, ou pour d'autres aussi, ça leur a permis de laisser libre cours à leur esprit créatif pendant cette pause Covid. Oui, alors ma femme, qui est auteure, a beaucoup écrit. Donc oui, pour elle, ça a été, je dirais pas bénéfique, mais ça a été intéressant. Moi, pardon pour le mot, je me suis un peu fait chier. Pour clore cet entretien, Christian Vadim, est-ce que vous avez peut-être un conseil d'ami à nous donner? Oui, bien sûr. Prenez soin de vos proches. Et puis peut-être le conseil aussi, c'est de venir vous voir sur la scène du Théâtre Princesse Grace que vous connaissez, hein? Ah non, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Ça n'a rien à voir. Merci Christian Vadim d'avoir répondu à notre invitation et nous vous souhaitons une belle représentation au Théâtre Princesse Grace. Merci, au revoir. Vous avez certainement eu du mal à y échapper. Le Black Friday et ses promesses d'offres commerciales à ne pas manquer est omniprésent et il devient un rendez-vous des bonnes affaires que certains ne rateraient pour rien au monde. Allez-vous céder aux sirènes du Black Friday? C'est la question que nous sommes allés vous poser. Bah, on ne sait jamais, on peut trouver des petites pépites ou à de bons prix, donc oui, pourquoi pas. C'est vrai que j'essaye plutôt d'échapper à ça en général. Donc non, je ne céderai pas, je résisterai comme au front. Je ne vais pas me forcer à acheter parce qu'il y a des réductions, des choses que je n'aurais pas achetées de base. Voilà. Alors non, pas du tout. Demain, je ferai un petit tour là-bas et bon, en espérant qu'il y aura vraiment des bonnes occasions. Pourquoi pas? Je vais voir, je vais consulter et s'il y a des choses intéressantes, pourquoi pas, voilà, c'est… Des propos recueillis par Anaïs Rioux. Nous sommes en pleine semaine de réduction des déchets, ce qui ne va pas d'ailleurs forcément de pair avec le Black Friday. Plusieurs animations sont mises en place à cette occasion, dont une chasse au trésor qui était organisée hier par la SMA et la direction de l'aménagement urbain sur le thème de la réutilisation et du recyclage des déchets. Sur un parcours d'1 heure, les participants ont été invités à résoudre des énigmes et réaliser des défis pour accéder au trésor. Et puis notez-le, cette information émanant de l'Amicale des aînés, tous les adhérents munis de leur carte de membre à jour pour 2022 pourront retirer les friandises de Noël au siège social Foyer Régnier 3, avenue de la Quarantaine, le mercredi 14 décembre de 14h30 à 17h. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Ce mois de novembre nous sourit plutôt avec un ciel bien dégagé aujourd'hui encore. Mais qu'en sera-t-il demain, vendredi? Vanessa Dessy, bonsoir.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Eh bien, le temps se dégradera malheureusement. Le ciel restera couvert durant toute la journée, mais les températures resteront tout de même au-dessus des normales de saison. Elles oscilleront de 11 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h35 et se couchera à 16h59. Et nous fêterons les Catherines. Et l'on a donc une petite pensée pour celles que l'on appelle les Catherinettes le 25 novembre. Et leur journée, il s'agit de toutes les jeunes filles qui ont au moins 25 ans et qui ne sont toujours pas mariées. Et avant de refermer cette édition, une jolie nouvelle pour la famille princière, la promesse d'une belle aventure à venir pour Marie et Louis Ducruet, le fils de la princesse Stéphanie. Ils ont annoncé par le biais d'une photo avec leur chien Pancake qu'ils allaient devenir parents. Nous nous quittons sur une série de clichés de Manuel Vitali à Monacophile 2022. Cette manifestation autour des timbres se tient sur les terrasses de Fontvieille jusqu'au 26 novembre. Très belle soirée à vous. À demain, 19h sur Monaco Info.